Vous écoutez Ici Rueil. Bonjour à tous, chers auditeurs et passionnés de culture. La microfolie de Rueil vous ouvre ses portes. Découvrez l'art autrement, explorez, partagez et laissez-vous surprendre. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, on est un groupe de jeunes de 11 à 15 ans. On vous propose une série de podcasts qui s'appelle Les jeunes s'engagent. On enregistre à la microfolie de Roy Maison. On a tout fait, écrire les rubriques, les débats et les enregistrements. On espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode sur les femmes dans les métiers scientifiques, numériques et techniques. Donc on va parler de Valentina Tereshkova, qui est une figure emblématique de l'histoire spatiale. Elle est née en 1937 à Maleniskovo, un village de Russie. Elle grandit dans une famille modeste. Très jeune, elle travaille dans une usine textile, mais se passionne pour le parachutisme. Elle rejoint l'aéroclub de l'Aéroslav, où elle devient professeure. Après le vol de Yuri Gagarin, elle postule pour devenir cosmonaute. Valentina est la première femme cosmonaute au monde. Elle a fait l'impossible. Ce n'est pas son combat pour l'égalité qui est un symbole d'émancipation féminine, mais son vol spatial. Elle a incarné un message fort. Les femmes ont leur place partout, même dans l'espace. Elle a ouvert la voie aux femmes astronautes, même si l'URSS n'a pas envoyé d'autres femmes dans l'espace avant 1982. Après son vol spatial en 1963 à bord du Vostok 6, elle devient une figure de propagande, mais aussi d'inspiration. Elle a suivi le même entraînement que les hommes. Son deuxième métier était députée. Valentina a défendu le rôle des femmes dans les instances politiques. Beaucoup de femmes scientifiques ont affirmé que la cosmonaute les avait inspirées. Voici des anecdotes. Le vol de Vostok 6 a été très difficile physiquement. Valentina a souffert du mal de l'espace et de fatigue extrême. Il y a aussi eu une erreur de programmation qui aurait pu la perdre dans l'espace. Elle a gardé le silence durant de nombreuses années parce qu'elle était une femme et que si elle l'avait révélé, on aurait dit qu'il ne fallait pas envoyer une femme dans l'espace. Elle a reçu plus de 50 décorations, comme la Légion d'honneur. Elle a failli aller sur la Lune, mais finalement le projet a été abandonné. En 1969, elle a déclaré « Les femmes peuvent accomplir de grandes choses dans n'importe quel domaine, y compris la science. Il n'y a pas de limite, à condition de croire en soi. » Valentina Tereshkova est un modèle de femme engagée, se mobilisant pour l'égalité homme-femme à travers son métier de cosmonaute et son poste de députée. Elle a prouvé au monde entier que les femmes sont capables d'accomplir les mêmes exploits scientifiques, physiques et techniques que les hommes, dans un contexte où l'aérospatial est essentiellement masculin. Elle est un exemple de détermination et une source d'inspiration, incitant de nombreuses femmes à persévérer et poursuivre leurs rêves. Valentina a prouvé qu'il n'y avait aucune raison pour qu'une femme n'ait pas les compétences et la détermination pour réussir dans ces domaines. Et elle a joué un rôle dans l'évolution des mentalités et l'égalité des chances. Merci de nous avoir écoutés. Bonjour, je vais vous parler de la première femme cardiologue. Il s'agit d'une Américaine, Ellen Brooke Taussig. Elle est née en 1898 et elle est décédée en 1986. Voici son histoire. La petite Hélène est la plus jeune d'une famille de 4 enfants. À l'école, ce n'est pas facile pour elle d'apprendre, car elle est dyslexique et à l'époque, il n'y avait aucun traitement. L'enfant a aussi de gros problèmes d'audition. À 32 ans, elle est devenue sourde. Elle a donc utilisé des appareils auditifs et a appris à lire sur les lèvres, ce qu'on appelle lecture labiale. Et surtout, elle a appris à écouter le cœur des bébés avec ses mains en plaçant doucement ses doigts sur le torse et en ressentant leur murmure. Malgré son handicap, elle est devenue la pionnière dans le traitement des maladies cardiaques congénitales. Cette maladie touchait les nourrissons que l'on appelait des bébés bleus, car ils avaient le cœur mal formé et respiraient difficilement. Ils étaient donc mal oxygénés. Cette technique qu'elle a inventée a sauvé la vie de nombreux enfants atteints de tétralogie de Fallot, une maladie grave. Sa plus jeune patiente était un bébé de 15 mois. Mais ce que je veux que vous reteniez est que malgré son handicap, elle a quand même réussi sa carrière, ce que certaines personnes n'auraient pas pu réussir avec 2 handicaps.
Et moi, je me demande pourquoi certains sportifs sont plus célèbres et certainement mieux payés que des personnes qui sauvent des vies. Ne trouvez-vous pas ? Citez-moi 3 femmes scientifiques excepté Marie Curie. Vous n'y arrivez sûrement pas, hein ? Mais déjà, vous êtes-vous posé la question pourquoi les femmes scientifiques ne sont pas connues ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous l'expliquer. Connaissez-vous l'effet Matilda ? L'effet Matilda est un phénomène qui décrit comment la contribution des femmes à la science est anéantie et invisible au profit des hommes. Cela peut se produire de différentes manières. Lorsqu'une femme est exclue d'une équipe de recherche ou d'un projet important, lorsqu'un homme reçoit le crédit pour le travail d'une femme, ou même lorsqu'une femme fait une découverte importante, mais que son nom est oublié ou ignoré. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les femmes scientifiques soient plus connues ? Encourager les collaborations entre les hommes et les femmes scientifiques, financer et soutenir la recherche sur les femmes scientifiques, établir des prix et des distinctions pour mieux comprendre leurs contributions et leurs expériences. En mettant en œuvre ces idées, nous pouvons travailler ensemble pour rendre les femmes scientifiques plus visibles et plus connues, et pour promouvoir l'égalité des sexes dans le domaine scientifique. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, vous êtes sur le podcast des jeunes s'engagent. Aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans la société et pourquoi y a-t-il moins de femmes scientifiques. Alors, je laisse les invités se présenter. Bonjour, moi je suis Agathe. Bonjour, moi je suis Johanna. Bonjour, moi je suis Zachary. Très bien. Alors, je commence par la première question. Selon vous, qui est la femme qui est scientifique la plus connue ? Pour répondre à ta question, la plus connue, c'est forcément Marie Curie. Oui. Il n'y a pas 36 000. Et sinon, la plupart des personnes ne seraient pas capables aujourd'hui de citer 3 femmes scientifiques, à part si on leur enlève Marie Curie. C'est ce qui est un problème. Qu'est-ce qui empêche les femmes dans ces carrières ? Il y a l'effet Matilda. L'effet Matilda est un phénomène qui décrit comment la contribution des femmes à la science est anéantie et invisible au profit des hommes. Cela, ça peut se produire de différentes manières. Lorsqu'une femme est exclue d'une équipe de recherche, lorsqu'un homme reçoit le crédit pour le travail d'une femme. Bref, il y a plein de manières. Ça s'appelle l'effet Matilda. Et moi aussi, je pense qu'on met pas assez en avant les femmes dans ces métiers. Ils devraient faire plus de sensibilisation, par exemple dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées avec les jeunes. Et je trouve que c'est des choses à faire, à mettre en place. Depuis quand l'égalité femmes et hommes est un sujet de discussion ? On n'a pas vraiment de date précise pour cette question, mais franchement, je dirais, si cette année quand même, je dirais au début des années 2000 ou 2010, on a commencé à se dire oui, pourquoi il y a des inégalités hommes-femmes. Je pense. Mais toi, quand tu poses cette question, c'est en rapport avec quand il y a eu un changement ou Non, quand les gens ont commencé à parler de ça. Ok. Moi, je pense que ce serait un peu plus tôt, vers les années la deuxième moitié du XXe siècle. Avec quels moyens peut-on rétablir l'égalité homme-femme dans les métiers scientifiques, selon vous ? On pourrait expliquer aux filles expliquer les métiers scientifiques pour plus tard, pour qu'elles n'aient pas peur de choisir ce genre de métier quand on leur demandera la question. Et aussi leur montrer que y a des belles opportunités dans ces métiers et peut-être parler plus de femmes médecins ou chefs politiques ou autres qui ont eu des belles carrières dans ce genre de métier. Très bien. Et déjà, il faudrait, pour commencer, arrêter à ce que les hommes prennent tout le crédit. Par exemple, Rosalind Franklin, elle s'est fait voler son travail, donc ça se fait pas. Et d'ailleurs, donc les hommes qui lui ont volé son travail, ils ont eu le prix Nobel à sa place. Donc c'est vraiment triste. Et actuellement, il y a toujours ce genre d'inégalité. Ah oui. Ah bon ? Je sais. Actuellement, je pense pas qu'il... Ça a dû baisser en Je tout cas. pense que oui. Ça a dû baisser énormément en tout cas. Comment encourager plus les femmes dans les carrières scientifiques ? C'est comme je vous disais tout à l'heure, les sensibilisations dans les collèges et lycées. Je pense que ça marcherait bien. Moi, j'ai eu une intervention dans mon collège
Et c'était vraiment que réservé aux filles, avec des femmes qui venaient leur parler de leur métier. Et il y avait aussi des étudiantes dans les carrières scientifiques qui venaient parler de leurs études et tout. Et c'était vraiment très intéressant. Il y a plusieurs moyens. Ma préférée, c'est encourager les collaborations entre les femmes et les hommes scientifiques. Ce serait bien que vraiment on mette les groupes de femmes scientifiques et les groupes d'hommes et qu'on les mette sur un pied d'égalité pour faire des recherches. Ce serait beaucoup mieux. Et il faut faire aussi attention aux différences de salaire. Je sais pas si on a je pense qu'il y en a encore maintenant. Et du coup, ça aussi, ça va moins inciter les femmes à choisir ce genre de carrière. Mais aussi, par exemple, moi, dans mon collège, il y a par exemple des fiches où il y a écrit, par exemple, il y a plein de noms de femmes qui ont été scientifiques. Ça aide un peu pour se dire il y a quand même eu des femmes et elles ont réussi dans ces métiers. Comment arrêter le sexisme? Et est-ce qu'il est encore présent, selon vous? La meilleure façon d'arrêter pour moi le sexisme, c'est que un petit garçon, quand il devient sexiste plus tard, c'est dû en partie à son éducation. C'est les parents qui l'ont éduqué comme ça. Si tu dis à un enfant que oui, les filles, elles savent pas faire de sport, du foot, les filles, elles font que de la cuisine, bref, des stéréotypes, plus tard, quand il va grandir, il aura été influencé par ce qu'on lui a dit plus jeune. Donc, il faut faire attention à l'éducation qu'on donne aux enfants. Moi, je te rejoins tout à fait. C'est le problème des cerveaux bleus et des cerveaux roses. Et c'est quand t'es tout petit, on te donne une poupée à une fille et on te donne une voiture à un garçon. Et c'est vraiment encore un problème maintenant. Exactement, ouais. À quoi ça sert de montrer des métiers scientifiques aux filles? Ce serait pour leur montrer qu'on peut s'épanouir dans ces métiers, que c'est pas juste qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent les faire. C'est pas ce qu'on devrait faire. On devrait leur montrer, leur expliquer. Tu montres pas comme ça à une fille, oui, regarde, celle-là, elle a réussi, etc. Non, tu lui expliques, tu lui montres comment, qu'est-ce qui lui a donné envie. Et après tout lui avoir expliqué, peut-être la fille, elle aura envie. C'est vraiment, on sous-estime l'importance. Mais une bonne explication, ça peut vraiment tout changer et donner confiance à la fille qui, peut-être plus tard, deviendra une grande femme scientifique. Oui. Pensez-vous qu'il faudrait faire plus de stages scientifiques pour montrer aux filles quels sont les métiers et leur importance, même dans la société? Déjà, t'as un autre point de vue. Parce que si t'as que des hommes, t'as qu'une façon de penser. Enfin, en soi, t'as qu'une façon de penser, une façon de voir. Donc avoir des femmes, c'est une ouverture d'esprit. Et après, ça dépend s'il y a des filles qui sont intéressées. Il y a les forums des métiers, qui est bien. Et aussi, il y a les stages de 3e et de seconde où tu passes 1 semaine et 2 semaines dans une entreprise. Et du coup, ce serait bien qu'ils ouvrent plus les hôpitaux ou des choses comme ça pour faire des stages. À quoi ça sert les métiers scientifiques pour vous? Informatique, technologique? Pour moi, c'est un peu l'avenir, hein. Surtout les métiers technologiques. Surtout avec l'IA qui se développe en ce moment. On a beaucoup besoin de programmeurs et il y a des métiers qui vont disparaître, entre autres. En fait, ça, je pense que ce que tu as dit, parfois on n'explique pas ça aux jeunes filles. C'est vrai. Et donc, elles ne savent pas l'importance de ces métiers. Ouais, on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de métiers d'avenir ou d'autres qui vont se créer. Et c'est important de les mettre en valeur. Merci de nous avoir écoutés. On remercie tous les participants, nos familles, l'association Contrôle Z d'avoir animé le stage et bien sûr la Microfolie de nous avoir accueillis. C'était les jeunes de la Microfolie sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.